mon invité, précieux invité qui s'appelle Nadia Barrientos, comme vous avez dû voir la petite présentation qui a été faite sur le site et puis qu'Alain a renvoyé. Voilà, Nadia qui est une chercheuse émérite dans son domaine, donc l'ésotérisme au sens le plus vaste et ample qui soit, et qui fait intimement partie de sa vie, dans un domaine de recherche qui n'est pas seulement universitaire, loin de là, mais qui est une réelle recherche initiatique, un itinéraire de vie qu'elle partage à travers ses recherches. Alors, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, l'ésotérisme, c'est une notion qu'on creuse et qui nous échappe au fur et à mesure qu'on essaye de la situer, puisque par définition, c'est quelque chose qui se détruit si on le révèle quelque part. Donc la culture du secret, c'est aussi une culture d'une façon d'être au monde. Et si les choses se révèlent, quelque part, elles perdent leur pouvoir agissant. Donc ça, c'était un petit peu la philosophie de départ qui vient de très loin, de sources très archaïques, dont Nadia a sûrement touché deux mots. C'est des choses que j'ai essayé aussi de construire avec vous, essayer de plonger puiser dans les racines de cette notion-là. Et donc Nadia, ici présente, a essayé aussi, ou en tout cas elle va essayer selon la démarche que je partage aussi avec elle et à travers cette exposition, d'essayer de trouver des tenants et des aboutissants contemporains, enfin des tenants et des aboutissants, je ne sais pas si c'est le bon vocabulaire, mais en tout cas essayer de tirer les fils de cette chose qui traverse l'histoire de la civilisation et qui traverse l'histoire à la fois des sciences, de la théologie, de la philosophie, depuis Platon et même avant encore, même les pré-platoniciens. Donc voilà, c'est un territoire et une notion, un territoire qui n'est pas justement circonscrit et délimité, mais qui va puiser dans toutes sortes de registres et qui a été beaucoup dissocié dans l'histoire de la civilisation selon les contextes historiques dans lesquels il s'est situé. Avec les Lumières, par exemple, l'ésotérisme d'un coup est devenu, on a voulu à tout prix que le rationalisme reprenne ses droits. Alors derrière tout ça, il y a évidemment des choses plus nuancées, complexes. C'est des notions qui sont évidemment très, très complexes aussi à évoquer et à transmettre et transcrire. Donc voilà, c'était l'objet à la fois de l'exposition et à la fois l'objet de cette rencontre. On a eu une première partie avec Manuela de Barros qui m'inscrivait dans la technologie contemporaine et aussi le dévoiement de ces sources ésotériques dans ce qu'on peut en faire, dans ce qu'il a de plus néfaste et avec pas seulement la technologie en soi, mais plutôt l'usage des technologies de masse. Voilà, donc je pense que je vais la laisser plutôt évoquer tout ça, parce que là je parle un petit peu, je donne un petit peu des endroits de teaser. Je te laisse la parole, Nadia. Si tu veux peut-être aussi te présenter à nouveau, peut-être à ta façon, pour donner peut-être un petit contexte aux étudiants. Voilà. Mais merci en tout cas d'être avec nous. Merci Julien. Alors je vais essayer de parler un peu fort. Pour me présenter, moi je travaille sur la magie et les images. Donc je suis historienne d'art à la base et je me suis un petit peu dévoyée. J'ai rencontré un philosophe un peu fou qui faisait un séminaire extraordinaire à Paris autour de la magie et des sciences humaines, qui m'a ouvert énormément de territoires, justement qui m'a ouvert des frontières et qui m'a porté à explorer un peu toutes les traditions, les mythologies, d'un point de vue à la fois ésotérique et anthropologique. Et puis, finalement, ce qui au fond m'intéresse, dans l'ésotérisme comme dans aussi la magie dans son sens un peu profane, dans l'illusionnisme chez les prestidigitateurs, puisque eux-mêmes reprennent des choses très, très anciennes, très, très rituelles, très, très, très mythiques, c'est finalement cet entre-deux. Cet interstice entre finalement croire et savoir, entre la fiction et la vérité, cet endroit d'oscillation qui est l'endroit en fait où opère ce que j'appelle un rite de passage, un peu dans l'ombre, dans l'obscurité
l'obscurité à la faveur du brouillard, une sorte de poche d'ombre où finalement, tout d'un coup, les choses disparaissent et reviennent comme des fantômes et se métamorphosent et qui est au cœur finalement du mystère du monde tel que l'ont exploré énormément de magiciens, de mages, d'alchimistes, d'ésotéristes et de curieux au travers les siècles. Du coup, quand Julien m'a proposé de faire cette conférence dans le cadre de ce travail que vous faites tous ensemble autour de l'exposition qui va ouvrir dans 2 jours, je lui ai proposé un titre un peu complexe. Je lui ai proposé ce titre, l'obscurité initiatique à leur standard des transparences. Donc c'est un peu un oxymore, c'est un peu quelque chose qui joue à l'intérieur de la phrase. L'idée que finalement l'obscurité, peut-être qu'elle engage un moyen de connaissance qui est autre, et que cette idée de transparence que dans notre culture on tient un peu, on va dire de l'époque des Lumières, ou même bien avant du XVIe, XVIIe siècle, le moment où naît l'ère moderne, enfin en tout cas la représentation rationnelle et cartésienne du monde qui va par la suite être exaucée par la technique, et bien cette transparence qui aujourd'hui atteint des sommets dans toutes les que ce soit dans l'idée de géolocaliser la moindre parcelle du monde ou de traquer les comportements et les psychés des individus autour des réseaux sociaux et de toute la science des algorithmes, et bien cette transparence finalement elle n'est pas forcément gage de connaissance, mais elle vient révéler un enjeu de pouvoir qui est l'enjeu de la magie, bien évidemment, un enjeu qui est vieux comme l'humanité. Alors j'ai préparé donc une conférence. Alors il y aura des moments un peu que j'ai écrits sous l'inspiration, il y aura des moments un peu plus improvisés. Ce sera comme une sorte de marée. Et je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet. Alors l'ésotérisme n'explique rien. Il n'est pas là pour expliquer, il n'est pas là pour s'expliquer, il ne traduit rien, en tout cas dans notre langage, dans notre représentation déductive et logique et rationnelle des choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on saisit par l'intellect. Les sciences occultes n'occultent rien, si ce n'est une chose justement qui, comme le disait Julien, s'autodétruit quand on le découvre, si ce n'est finalement la place toujours laissée vacante à un regard qui pourrait advenir, à une singularité qui pourrait éclore. Et c'est un peu ce que nous dit l'ésotérisme en général, et c'est un peu le sujet de cette intervention ce soir, c'est que l'ésotérisme ouvre à une liberté d'esprit et à une enfance du regard, à une singularité et à une diversité qui finalement vient s'opposer non pas à la lumière du révélé ou à la vérité toute crue, mais à l'uniformisation et à la littéralité, à la standardisation du monde. Le mystère, étymologiquement, c'est le vœu que fait celui qu'on appelle le myste. Le myste, dans les traditions anciennes, grecques, orphiques, pythagoriciennes, c'est celui qui se tait, c'est celui qui tait. Alors j'en parlerai, mais donc en Grèce, à l'époque en Grèce, alors la Grèce c'était tout le bassin méditerranéen, c'était la Turquie, la Grèce, l'Italie. Il y avait des rites d'initiation dont très peu de choses nous sont parvenues puisque c'était des pratiques qui se transmettaient oralement. Le mot ésotérique d'ailleurs provient de l'école de Pythagore. Pythagore, c'est un philosophe chaman qui sévissait en Italie du Sud avant Platon, avant Socrate, donc vers le VIe siècle, et qui pratiquait ce qu'on appelle des rites d'incubation, c'est-à-dire que les initiés, entre guillemets,
rentrait dans des sortes de grottes dans lesquelles il restait assez longtemps, suffisamment longtemps pour avoir des visions. Et parfois passer des épreuves très, très violentes de confrontation avec l'obscurité et puis avec eux-mêmes. Une fois qu'ils ressortaient de ce rite d'incubation, ils avaient peut-être acquis une vision différente. Ils étaient initiés et admis à l'école de Pythagore. Pythagore avait un enseignement assez mystérieux qui, un peu comme chez les francs-maçons plus tard, se traduit par plusieurs années où l'initié doit se taire et ne pas parler, il doit écouter ce que disent les autres, mais lui-même se tait. Et au bout de 3 à 5 ans, eh bien, il passe à un autre grade, le dernier grade étant, au bout de 10 ans, la possibilité de voir Pythagore qui lui enseignait derrière un rideau. C'est-à-dire qu'il parlait derrière un rideau. Le voile, c'est quelque chose de très important dans la mythologie ésotérique. Le voile joue entre un dedans et un dehors, et c'est toute cette dimension finalement qui est au cœur de l'ésotérisme. Et les initiés qui étaient arrivés à ces 10 ans et surtout avoir tenu cette ascèse avaient le droit de voir le maître derrière son rideau. Alors on n'a rien gardé bien évidemment on a gardé des témoignages indirects, on n'a pas de preuves tangibles de cela. Donc le mystère, c'est le myste qui se tait, et c'est finalement ce qui s'oppose au démembrement rituel, ce que j'appellerais le démembrement rituel du médiatique. Le médiatique qui arrache, dévore et disperse les psychés qui s'y fracassent comme les membres déchirés du dieu dansant. Le dieu dansant, bien sûr, c'est Dionysos, un des plus grands mythes justement des sociétés initiatiques de l'Antiquité. C'est le démembrement de Dionysos. Dionysos est un dieu qui, suivant une tradition, s'est fait démembrer par les titans, qui lui ont arraché tous ses membres et les ont rôtis pour les manger, sauf son cœur. Et c'est à partir de son cœur seul que le dieu renaît. Et d'ailleurs, Dionysos, ça veut dire celui qui est né 2 fois. Et ensuite, il essaime dans le bassin méditerranéen. Il y a énormément de cultes qui sont rendus à Dionysos. Dionysos qui est une figure très intéressante d'un point de vue archétypal et mythologique, puisque c'est un dieu qui va aller en Grèce et qui va arriver comme un étranger qu'on n'invite pas. Et c'est quelqu'un qui est très tonitruant, Dionysos, très carnavalesque, parce qu'il est accompagné toujours d'un cortège de ménades, celles qu'on va appeler les bacchantes chez les Romains, qui sont des femmes prises de transe et qui dansent de manière très effusive et qui elles-mêmes arrachent les membres vivants de certaines personnes sur la route. Donc ce sont des rites dionysiaques, carnavalesques, d'exorcisme, et qui finalement parlent de l'étrange et de l'étrangèreté, de ce qui est étranger, de ce qui est inconnu, de ce qui n'est pas invité et qui vient, qui s'invite dans la fête et avec lequel les habitants donc, de Grèce doivent négocier symboliquement et matériellement. Donc le secret, c'est pas ce qui s'oppose à la vérité ou à la lumière, il s'oppose à la littéralité, à la vision arrêtée des choses, au discours unique, standardisé, au monde figé. De l'oracle de Delphes, un autre philosophe présocratique, Héraclite, dont on a conservé quelques fragments très poétiques. De l'oracle de Delphes, Héraclite disait « L'oracle ne dit pas, il ne cache pas, il se contente de faire signe. » Alors c'est intéressant parce que voilà, on a parfois l'impression qu'on est dans une occultation volontaire par rapport au secret. Quand vous lisez, il y a des fragments de réponses d'oracle de Delphes qui ont été conservés. Alors, l'oracle de Delphes est l'oracle le plus connu de l'Antiquité. C'est là où officiait la Pythie de Delphes, qui était une prêtresse chamane qui officiait sur un trépied à un endroit central du temple d'Apollon, où lui parvenaient des vapeurs que certains pensent être des substances
de drogue qui la mettait dans des états modifiés de conscience. Et c'est là où les Grecs venaient rituellement chaque année pour lui demander des questions relatives à l'avenir, enfin, au court terme. Et les réponses de la pitié, elles sont toujours dans l'équivoque et dans l'oxymore. C'est oui et non en même temps. Et alors c'est assez intéressant puisque finalement la parole oraculaire, c'est une parole qui ne va jamais s'engager dans un sens, mais qui va laisser la liberté au consultant justement de façonner son propre regard et de le pousser peut-être par cette curiosité que l'oracle va ouvrir à s'aventurer plus loin dans ce chemin de curiosité qui est celui de l'initiation finalement et de l'ésotérisme. Donc ce secret, il se contente de faire signe, c'est un peu comme un clin d'œil, c'est un peu comme l'enseigne obsolescente d'un vieux bouge loin dans les faubourgs et qui nous fait signe comme un fantôme ou comme peut-être une hallucination. Le secret, il infiltre la confusion et il fait jaillir la poésie. La poésie s'enracine toujours dans la forme détournée et spirituelle de l'allusion, la métaphore, l'ellipse, l'indirect, l'illusion, le pas de côté, l'écart. L'illusion, c'est le monde de fiction que nous partageons. Il s'allume ou bien s'éteint au contact du feu secret de l'imagination. L'imagination atteint son degré de fusion dans l'existence. Alors vous voyez, ce sujet est vraiment s'inscrit vraiment dans cet entre-deux toujours oscillant et jamais définitif, et déploie cet oxymore d'une lumière obscure et d'une obscurité éclairante. Alors c'est assez paradoxal, mais ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement la confusion est un moyen de connaissance et puis finalement de résistance d'une certaine manière et en tout cas de détournement et d'expérience. Je vais donc tenter de ne pas vraiment m'en expliquer et j'espère que mon intervention prendra un petit peu la forme de mon sujet. Alors, nous nous retrouvons au seuil d'une bouche obscure qui est la porte qui ouvre un jardin que vous connaissez peut-être, qui est un jardin allégorique et alchimique qui a été réalisé en 1550 à côté de Rome, à côté de Viterbe, enfin pas très loin de Rome, et qui est un jardin que j'aime énormément qui s'appelle Bomarzo. On l'appelle aussi le parc des monstres, car il ouvre sur tout un cheminement assez onirique et fantastique, où différents monstres et créatures fabuleuses arrêtent le regard dans une sorte de cheminement qui finalement s'avère mental. C'est une sorte de déambulation onirique, et à l'époque, en 1550, on est très empreint d'une culture du roman allégorique. Le roman allégorique, ce sont des romans ce sont des voyages initiatiques en fait, où souvent le protagoniste traverse une forêt ou bien s'endort et se réveille, et tout d'un coup, le monde est toujours réel, mais des figures étranges apparaissent, qui sont des allégories, des personnifications. Donc il y a des figures qui portent le nom de mélancolie, de honte, de chasteté, de jalousie, etc. Et ce sont les sentiments du propre rêveur qui se déploient dans ce paysage qu'il traverse et qui se découvre être son propre paysage mental. Donc là, on est vraiment dans cette culture-là, empreinte aussi bien évidemment d'alchimie. Et donc cette idée que finalement, on traverse le monde, la réalité, comme on traverse son âme propre. Et nous avançons dans la vie un peu comme dans ce jardin. On y entre par une bouche d'ombre. On y avance à tâtons, trébuchant sur les points de vue, les perspectives, les terrasses, les statues. Si les chemins y ont été esquissés qu'à moitié, c'est que quelque chose travaille à nous attendre.
L'ombre et la clarté jouent incessamment à se mêler, à se confondre. Les choses parfois nous parlent comme dans une langue maternelle, parfois le monde se tait et redevient opaque comme le plomb. L'inachèvement vient à notre rencontre. Ici, les choses condensent nos désirs, plus loin, elles les envolent. Partout, monstres et créatures fabuleuses nous font signe du mystère. Ce que nous voyons nous est-il étranger ou familier? Nous entrons dans le royaume du miroir. Des forces s'y disputent en permanence notre regard, l'absence ou la présence, la science ou bien l'amour, la distance ou la fusion. Nous ne sommes ni dans l'une ni dans l'autre. Nous sommes la croisée des chemins. Nous sommes l'imagination créatrice de possibles. Nous sommes son degré d'incandescence. La vision alors réveille peut-être notre parcours, un regard en nous se forge. C'est le jeu de l'ésotérisme, son sens fragile et sa force ardente. Voilà le jardin de Beaumarceau que j'ai. Et alors dans cette cette oscillation entre quelque chose de fragile comme le rêve, et de fort comme l'imagination qui peut recréer à chaque fois les parcours et recombiner les chemins, eh bien, je tire cette première carte qui est la figure tutélaire de ma vie, le Battleur, qui est la première carte du tarot de Marseille. Elle porte le numéro 1 et elle représente un battleur, un magicien. Il est derrière sa table, alors vous voyez que son costume est asymétrique. Il a une chaussure bleue, une chaussure rouge. Il porte un chapeau qui reprend un symbole qu'on appelle le lemniscate, qui est le symbole de l'infini, le 8. Et il a une baguette et une pièce de monnaie. Et il a tous ses outils sur sa table. Il attend ses spectateurs. Et donc cette figure, elle m'est très chère pour plusieurs raisons. Bon, d'une part parce que je m'intéresse beaucoup aux illusionnistes. Les battleurs, à Paris, au Moyen-Âge et un petit peu après, ils officiaient sur des ponts, notamment sur le pont au Change. Le pont au Change, pour ceux qui connaissent Paris, est le premier pont de Paris. Il tient son nom du change. C'était là où s'installaient les changeurs, qui étaient au Moyen-Âge des Juifs et des Lombards, qui convertissaient les monnaies, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de marchands. Alors, au Moyen-Âge, la ville se développe comme un centre de commerce, et il y a énormément de gens qui viennent en ville pour les foires, notamment. Et donc, il faut changer les pièces de monnaie, puisque la monnaie n'est pas la même dans tous les coins de France. Et donc, ces changeurs qui pratiquaient notamment le prêt à intérêt et l'usure, les Juifs s'installaient sur les ponts sur des bancs et changeaient les monnaies. D'ailleurs, le banc de ces changeurs a donné le mot de banque. On est vraiment aux prémices du capitalisme tel qu'il va ensuite avancer. Et d'un côté, il y avait ces changeurs qui faisaient ces transactions économiques, ce pré-capitalisme, et de l'autre, il y avait les saltimbanques. On retrouve le mot de banque. Les saltimbanques, c'est un mot italien qui vient du fait de sauter sur un banc. Je trouve que l'image est assez belle, car d'un côté, on a ce capitalisme qui commence un peu à éclore et à essayer finalement de donner à l'argent et à la circulation de l'argent une valeur, on va dire, universelle et magique. Et de l'autre, il y a des saltimbanques, dont des battleurs, qui sautent sur les bancs, donc qui peut-être mettent en branle toutes les transactions et qui, eux, négocient avec autre chose, qui négocient avec le symbolique, puisque les magiciens, ils travaillent sur la perception. Ce sont des personnes qui sont toujours dans le détournement d'attention. Ils ont un mot pour ça, un mot technique, ils appellent ça la misdirection.
Et quand vous voyez un tour de magie, c'est très intéressant parce qu'un tour de magie, c'est ce qu'on appelle une routine, c'est un enchaînement de gestes, c'est une narration. Et dans cette narration, eh bien, il va y avoir des faux gestes que le magicien va faire pour capter votre attention et pour ne pas que votre attention vienne voir le vrai geste qu'il va effectuer dans un angle. Et il va y avoir des parenthèses d'oubli, comme il l'appelle très, très, très joliment. Les parenthèses d'oubli, c'est dans un récit de cause à effet. C'est un moment, eh bien, il y a une tâche aveugle où c'est là d'où naît l'effet magique chez le spectateur, c'est que il ne va pas, l'effet magique vient du fait que rétrospectivement, il ne peut pas retisser les fils causaux qui font que, enfin, qui expliquent le tour, et donc le tour apparaît magique. Donc la force du battleur, c'est celui d'être un pied ici, un pied ailleurs, et cette table finalement, c'est le symbole un peu de tous les regards qui passent sur les ponts. Le pont est un lieu de passage, de commerce, et qui opère ce rite de passage entre finalement le réel et l'imaginaire, le vrai et le fictif, et il recombine à chaque fois les choses. Alors l'ésotérisme, c'est une notion ambivalente qui ne se laisse pas attraper. Alors, ésotéio, la racine grecque, on pense que ça vient de quelque chose qui a à voir avec l'intérieur, l'intériorité. C'est faire entrer, ouvrir la porte. Là, je vous montre une fausse porte égyptienne. Alors, c'est très intéressant dans les sanctuaires, dans les tombes égyptiennes. Les Égyptiens avaient des croyances très, 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 très élaborées autour de la mort et de comment le défunt survit dans l'au-delà. Il y avait toute une vie après la mort. Un des grands livres de la littérature égyptienne est le livre des morts, enfin celui qu'on a traduit par le livre des morts, mais qui, en égyptien, s'appelle le livre pour sortir au jour. C'est l'idée que quand on meurt, on sort au jour. Et donc il y a cette idée que le défunt, quand on l'enterre donc, dans sa tombe, il y a une partie de sa personnalité qu'on appelle le Ba et le Ka, qu'on représente souvent par des oiseaux, et qui ressortent de la tombe et viennent se nourrir des offrandes que les parents du défunt viennent poser. Et donc, le mort sort par cette fausse porte, qui donc est une porte qui bien sûr n'ouvre sur rien, mais qui permet le bâillement, enfin, l'entrebâillement entre deux mondes, entre l'au-delà et le monde des vivants. Donc cette idée de la porte, c'est vraiment l'idée de l'ésotérisme. C'est cette idée qui, quelque chose parle d'un dehors et d'un dedans, d'un devant et d'un derrière. Quelque chose qui oscille, qui laisse les choses passantes, qui laisse les choses passer. C'est quelque chose qui dédouble toujours l'évidence et qui met à mal les certitudes, l'uniformisation, l'univocité, le littéral. C'est un geste contradictoire. En même temps, on montre et en même temps, on cache. Derrière le monde visible, il y en aurait peut-être un autre, invisible, et dont l'arpentage se confond avec le songe. Derrière l'illusion d'un monde figé et sous contrôle, comme l'a fabriqué l'âge moderne, un monde en pâture au consommable, au géolocalisable, derrière ce garde-fou des certitudes que la science met en scène, il y aurait quelque chose qui résiste, quelque chose qui échappe. Et c'est plutôt bon signe, en fait. Alors, n'oublions pas que l'homme voit double. Il ne se contente pas d'être, il se représente. Derrière le monde qu'il perçoit, il y a le monde qu'il pressent, qu'il ressent, et qui n'est pas cartographiable, qui n'est pas modélisable, même si aujourd'hui les neurosciences et les algorithmes travaillent à conquérir
cette dernière terra incognita, cette dernière terre inconnue qu'est l'âme humaine. Derrière l'intellect qui réussit à clarifier la connaissance, derrière la science qui rend visibles les mécanismes de cause à effet, il y a le monde intraçable des désirs et des rêves, le monde occulte des volontés, des refoulés et des non-dits, l'inconscient et les fantômes. On entre dans le royaume du miroir. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la phrase qui ouvre un des textes les plus connus de la tradition alchimique, le texte qu'on connaît sous le nom de la table d'émeraude, qui est un texte un court texte qu'on redécouvre à la Renaissance et qui s'intéresse à cette idée de correspondance entre un microcosme et un macrocosme, l'idée que l'homme est relié au monde et que, en retrouvant dans la nature ce qu'on appelle des signatures, c'est-à-dire des sortes d'indices, eh bien on peut petit à petit remonter jusqu'au plus divin, jusqu'au plus originel, et pénétrer peut-être l'arcane profonde, la clé des clés, la clavis magna, comme disent les mages, la clé secrète du mystère du monde, de la création du monde, et donc de sa recréation permanente et possible. À la question, alors, en préparant cette conférence, j'ai lu un livre, qui est un livre passionnant qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Pierre Riffard, qui s'appelle L'ésotérisme et qui est un gros pavé comme ça aux collections bouquins. Un livre vraiment très bien. Et alors, à la question qu'est-ce que l'ésotérisme, Pierre Riffard répond cette chose, il répond: pas un ésotériste ne répondrait à la question qu'est-ce que l'ésotérisme. Le ciel est le ciel. Peut-être ne répondra-t-il pas en répondant, peut-être répondra-t-il en ne répondant pas. Il pourra présenter un miroir, se lever et partir, montrer d'un doigt le lointain, le vide, mais au fond, il ne fera pas de réponse, il retournera la question. Le questionneur se retrouvera devant sa propre interrogation, ce qui marque un progrès et signale que le sens circule à l'intérieur de la curiosité. Le sens circule à l'intérieur de la curiosité. Alors c'est peut-être une des questions essentielles. Le curieux pénètre dans le mystère. L'initié pénètre dans le temple. L'ermite avance dans la nuit. C'est la naissance d'une étincelle dans la nuit la plus opaque. Dans la Tanor des alchimistes, les alchimistes parlent du premier indice, on va dire, lorsqu'ils commencent à fondre le métal dans leur athanor, dans leur four, dans cette première étape qu'ils appellent l'œuvre noire, le premier indice qui les conforte sur le fait qu'ils sont sur la bonne voie, c'est l'apparition d'une petite étoile scintillante qui se forme, qui s'appelle l'étoile du compost. Dans le cœur de l'ermite, du rêveur, c'est la lumière intérieure qui se découvre vivante, au plus profond, à l'intérieur. Alors Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol, pressentait dans son poème le plus célèbre qui s'appelle « La nuit obscure » cette chose. Il disait « En une nuit obscure, en secret, nul ne me voyant, ni moi regardant rien, sans autre lumière ni guide que celle qui dans mon cœur brûlait, celle-ci me guidait plus sûrement que la lumière de midi. » Alors, paradoxe de la nuit noire. Le ciel nocturne nous apparaît plus ou moins noir, alors qu'il est peuplé d'une infinité d'étoiles qui propagent de la lumière. À partir du XVIe siècle, on commence à se poser la question du fait de cette obscurité du ciel, alors que toutes les étoiles, voire
les soleils d'hiver devraient propager une lumière qui ferait que le ciel soit entièrement presque éclairé. Au XVIe siècle, il y a Johannes Kepler, qui est un astronome qui travaillait à Prague, à la cour de Rodolphe II de Prague, qui est un homme qui s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme et à l'alchimie, et qui a fait venir à Prague d'ailleurs tous les alchimistes et les charlatans d'Europe. Johannes Kepler s'inquiéta de cette question. En 1744, un Français qui s'appelle Loi de Chézeaux, il calcula la luminosité vraisemblable du ciel nocturne qui devait égaler, selon lui, 100 000 fois l'éclat du soleil. Alors vous vous rendez compte? Et bien évidemment, nos yeux sont aveugles à cette lumière. Alors plus récemment, à la fin des années 90, cette terrible idée qui est sortie d'un consortium russo-européen qui a annoncé son intention de lancer des satellites à 1700 km d'altitude, chacun équipé de miroirs réflecteurs pour essayer de dévier la lumière de la Lune la nuit pour essayer d'éclairer le monde. Alors au départ, c'était un projet en Sibérie pour optimiser l'agriculture sous serre, mais ils ont proposé, l'idée a quand même affleuré d'éclairer le monde entier avec des satellites la nuit, donc un jour perpétuel. Alors bien évidemment, alors leur slogan était « La lumière du jour toute la nuit ». C'est assez terrifiant. Et bien évidemment, il y a eu énormément de gens qui se sont soulevés et qui ont crié à l'horreur et bien évidemment au cataclysme, ne serait-ce que physiologique, pour l'être humain et pour toutes les espèces sur la planète. Mais cette idée finalement du jour ininterrompu, c'est un peu le rêve de l'ère moderne, un jour perpétuel. Le capitalisme aujourd'hui part à l'assaut du sommeil et réfléchit de plus en plus à extraire du profit des heures que les hommes consacrent à leurs rêves et qui lui apparaissent au capitalisme comme une mine, bien évidemment, qui attend d'être exploitée. Alors, déjà, l'électricité, à la fin du XIXe siècle, a été un bouleversement d'ampleur qui a fini par aveugler les travailleurs dans les usines qui se sont retrouvés à travailler au noir. Travailler au noir est une expression qui vient du fait qu'on pouvait, c'était une chose très très nouvelle au XIXe siècle, on pouvait travailler la nuit. Pendant très longtemps, il est arrivé que quelques copistes ou que quelques personnes qui faisaient des tapisseries au XVe siècle travaillent le soir un peu tard à la lumière de la bougie, ils se cramaient les yeux, mais au XIXe siècle, c'est possible, on peut travailler toute la nuit et donc on travaille au noir, c'est l'étymologie première de cette expression. Et là, je vous montre une ampoule extraordinaire qui se trouve en Californie, peut-être vous la connaissez, on l'appelle The Centennial Bulb. C'est une ampoule qui est allumée depuis 1895, qui est une sorte de survivante. Elle a échappé à ce qui, dans les années 1930, commence à s'implanter dans la production économique dans le monde, qui est l'obsolescence programmée. Et le premier objet à pâtir de cette obsolescence programmée, c'est l'ampoule qui, à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, était un objet qui était destiné à avoir une durée de vie extraordinaire. Donc, la preuve, elle est toujours allumée, donc ça fait plus d'1 siècle. Et c'est devenu une figure mythique aux États-Unis. Il y a des fêtes rituelles qui se déroulent autour de cette ampoule. Elle est devenue une sorte de divinité. Et surtout, ce qui est assez ironique et très drôle, c'est que depuis une dizaine d'années, elle est filmée en permanence par une webcam qui la retransmet en direct sur Internet. Et depuis qu'elle est filmée, il y a 10 webcams qui ont grillé du fait de l'obsolescence programmée. Et donc, cette ampoule, elle survit, elle est restée... Voilà. Donc, c'est une sorte de piété. Et finalement, cette figure, la survivance de cette figure nous met sur la piste de ce que j'appelle les Vestales. Vous savez, les Vestales, dans l'Antiquité, avant Théodose, c'est Théodose, l'empereur romain, qui va interdire le culte des Vestales. C'était des femmes
qui veillait le feu perpétuel du foyer de la déesse Vesta. Et c'était donc symboliquement cette idée d'une sorte de relais ininterrompu, mais non pas le relais ininterrompu d'un jour perpétuel qui va exploiter l'être humain, mais le relais perpétuel d'un sens toujours à ensemencer, à recombiner, à remettre en jeu. Et donc, cette idée qu'il y a encore des lumières dans la nuit, des lumières qui survivent malgré l'obsolescence programmée, malgré le monde tel qu'il change. Pasolini l'appelait avec ce terme, il parlait de la survivance des lucioles. Et il essayait avec cette expression de pointer le rapport entre les puissantes lumières du pouvoir, aveuglantes souvent, et violentes, et les lueurs survivantes des contre-pouvoirs qui parfois opèrent dans l'ombre et qui, force de cette ombre, continuent à nous parvenir et à nous éclairer comme un clin d'œil, comme l'oracle de Delphes, qui ne montre pas, qui ne cache pas, mais qui fait signe discrètement. Et c'est cette discrétion qui, souvent, est gage de survivance et d'action. Donc, l'ésotérisme nous met sur cette piste essentielle, cette idée qu'il faut décaler son angle de vue, et qu'en décalant, en déplaçant son angle de vue, en déplaçant son regard, eh bien, on se construit une arme politique, une arme métaphysique. Il permet de voir des choses autrement invisibles. Cette idée que voir ce qui n'est pas vu, finalement, c'est imaginer et réinventer des possibles. L'occulte et le secret sont finalement des armes de résistance. Alors, quelle est cette lumière secrète qui agit dans l'obscurité et qui traverse la culture et la tradition des initiés? Cette obscurité permettrait-elle de voir des choses que la raison rend aveugle? Point d'interrogation. Et finalement, derrière la tentative moderne de la science qui rend visible le monde, qui le catalogue, qui l'étiquette, qui essaye de le connaître en le figeant, en nous donnant l'illusion qu'on le contrôle. Est-ce que derrière cette tentative de transparence, de mise à bas de toute forme d'obscurantisme, alors ce terme est intéressant parce que finalement l'époque des Lumières au XVIIIe siècle va se battre contre ce qu'elle appelle l'obscurantisme, donc cette idée que l'obscurité est quelque chose de fallacieux et qu'il faut faire la lumière, tout rendre visible pour qu'il y ait une sorte de démocratie éclairée des esprits. Et alors les choses sont bien évidemment plus compliquées que ça. Voilà, parce que la lumière n'est pas un gage, bien évidemment, de clarté ni de vérité. Elle peut, bien évidemment, aveugler. Alors, dans cette réflexion, une image qui m'est très chère, c'est la lutte du fixe et du volatile. Alors, c'est une image alchimique. Les alchimistes, pour essayer de rendre compte des forces en jeu dans le monde, parlent de cette lutte entre le fixe et le volatile, et ils la représentent sous forme souvent de deux animaux, de serpents, l'un qui a des ailes, l'autre qui n'en a pas, et qui s'entre-dévorent, se combattent ou s'étreignent, on ne sait pas très bien, mais qui sont dans un rapport, en tout cas, de tension. D'un côté, ces alchimistes soupçonnent une force centripète qui tend à figer les choses, qui les ramasse, qui les assemble et qui les lie. Une force qui vient ranger, qui vient conserver, qui fixe les certitudes et qui nous précipite finalement dans la matière et dans son accumulation. C'est un peu une métaphore de la société de conservation telle que
telle que nous en avons hérité depuis quelques siècles et qui est la nôtre, cette idée de stocker les données, la mémoire, sans forcément en faire l'expérience vivante. Donc, être dans un rapport séparé à tout, à tout ce qui fait l'intensité poétique de l'existence et qui devient un monde inerte d'œuvres d'art ou de livres qu'on ne consulte plus mais qu'on conserve et qui finalement deviennent des choses inertes et des natures mortes. Et d'un autre côté, les alchimistes soupçonnent une force plus subtile et contradictoire, qui elle est centrifuge et qui est un peu la force carnavalesque du chaos et de la mort, qui dissout et évapore, subtilise, désassemble, et qui nous propulse dans le mystère. Deux forces qui, bien évidemment, ne sont pas dans un dualisme, mais qui agissent ensemble, en même temps. Donc c'est à la fois un combat et une étreinte qui nous parle de l'incessante métamorphose. Alors on parle de fixer le volatile et de volatiliser le fixe, ce sont des opérations répétées que l'alchimiste réitère dans son four, qui est une sorte de métonymie de ce qui se passe aussi dans son âme, parce que l'alchimie n'est pas seulement une science au sens technique, mais c'est aussi un parcours spirituel et initiatique qui répond à la matière qui se transforme. La matière qui se transforme dans le four répond à ce qui se transforme en même temps dans l'esprit et dans la psyché de l'alchimiste. Et finalement, cette lutte du fixe et du volatile, pour moi, elle est une image qui me paraît intéressante pour regarder l'histoire qui est la nôtre, l'histoire matérielle et l'histoire de nos représentations, que nous pouvons regarder sous ce double prisme. D'un côté, le désir de connaître et la peur de la mort nous engage, nous pousse à fixer des contours, à mettre des frontières, à figer, à embaumer. C'est presque une thanatopraxie que façonne la culture depuis des siècles, où il est question de conserver, en croyant conserver l'intégrité d'une œuvre d'art ou d'un livre, on pense sauver la chose. Alors que les alchimistes, eux, savent que pour conserver quelque chose, il faut que la chose risque à se perdre, à disparaître et à se transmuter. Et donc, c'est là aussi une autre façon d'envisager les choses. Et justement, cet aspect volatile, cet aspect qui échappe à la saisie, à la traduction, et qui pourtant voyage dans le temps et qui réapparaît à certains moments. Vous savez, une image très très simple. Moi, je travaille beaucoup sur l'histoire de Paris et je m'intéresse beaucoup aux anciens noms, qui est les noms des rues, les noms des auberges, les noms des tavernes et les noms des lieux-dits. Et à Paris, il arrive que des noms disparaissent. Un café ferme, mettons au XVIIe siècle, il avait une enseigne. Alors, pendant très longtemps, il n'y avait pas de numéro dans les rues, les gens s'orientaient à la faveur des enseignes. Les enseignes, c'était pas comme les enseignes d'aujourd'hui, c'était des œuvres d'art, c'était des œuvres figurées qui jouaient justement d'une ambivalence qui souvent cachait des jeux de mots. C'était souvent, il y avait par exemple au lion d'or, exemple très commun, il y avait un lion doré et la plupart des gens étaient analphabètes dans la ville. Mais au lion d'or, ils entendaient au lit, on dort par effet d'assonance, c'est ce qu'on appelle justement la langue des oiseaux, et ils savaient que l'endroit faisait hôtel et qu'ils pouvaient y dormir. Donc il y avait vraiment un jeu figuré, la ville était une sorte de rébus et de déambulation poétique qui ricochait en permanence à chaque coin de rue. Chaque maison avait son enseigne, elles étaient pléthoriques, on en conserve quelques-unes au musée Carnavalet aujourd'hui, la plupart ont disparu. Et donc il y avait tout un jeu de sens. Autre anecdote, petite digression, un poète comme François Villon est un poète qui vit au XVe siècle à Paris, qui fréquente tous les truands du quartier des Halles et de la Maube, de Maubert Mutualité, les coquillards. Les coquillards étaient
des faux pèlerins, des gens qui se faisaient passer pour des pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui portaient une grosse coquille comme ça et qui mendiaient pour continuer le pèlerinage. Et donc, les gens leur donnaient spontanément de l'argent. On est au XVe siècle, donc les riches travaillent à leur salut. Pour eux, donner de l'argent, c'est spontané. On donne aux pauvres parce que ça permet d'avoir une place au paradis. Donc c'est gagnant-gagnant. On leur donnait de l'argent et puis 5 jours après, on les revoyait à la taverne totalement ivres. Et donc on se disait que, bien évidemment, on comprenait qu'ils ne continueraient jamais leur voyage et que donc les coquillards, ce qui est assez beau, c'est qu'ils nous ont laissé un mot qu'on utilise encore, c'est le mot de coquille dans la typographie, quand on corrige un texte. Les coquillards traînaient au XVe siècle à côté de la Sorbonne et à côté du quartier des imprimeurs, rue Saint-Jacques. Et donc, le mot de coquille a commencé à devenir un peu fallacieux. On se rendait compte que ces gens-là étaient des imposteurs. Et il a pénétré le jargon des imprimeurs. Et donc, la coquille est devenue la coquille, c'est-à-dire la petite erreur typographique que l'on pourchasse. Alors, les coquillards, on les a bien pourchassés aussi. C'est toute la question de la cour des miracles, qui est un thème sur lequel je travaille, mais je vais un peu arrêter ma digression, parce que sinon on n'en finit pas. Et tout ça pour dire que la ville jouait d'un langage volatile, oral, qui jouait du rébus, et que les alchimistes connaissent bien, puisque souvent, dans leurs images, il y a beaucoup de jeux de mots, d'ambivalence métaphorique et, bien évidemment, une grande partie du savoir alchimique est un savoir oral, donc est un savoir qui est de toute façon inaccessible pour les gens qui n'ont pas rencontré un maître alchimiste qui lui transmette de personne à personne. Alors, cette lutte j'ai envie d'introduire une dimension ésotérique qui me paraît fondamentale. C'est cette dimension du rite de passage, de cette oscillation vaporeuse entre quelque chose qui est dans l'ombre et quelque chose qui est dans la lumière. Et finalement, ce qui peut nous mettre sur cette piste, c'est le clair-obscur. Le clair-obscur, c'est d'abord, on le connaît comme une technique picturale. Et là, je vous montre une photographie, c'est encore paradoxal. Le clair-obscur, c'est une technique de peinture qui consiste à ne pas figer les contours d'une figure pour essayer de la disséminer avec de l'estompe pour donner l'illusion qu'elle apparaît ou qu'elle s'évanouit. C'est cette idée de rendre en fait l'illusion un peu du vivant, ou en tout cas de l'apparition et de l'évanescence, quelque chose qui vient faire d'une forme quelque chose qui vient en tout cas surprendre. Et alors, pendant très longtemps, l'art, que ce soit dans la peinture ou dans la sculpture, développait cet enjeu à la lisière entre l'inerte et le vivant. C'est-à-dire que pendant très longtemps, enfin de l'Antiquité au Moyen-Âge, en tout cas, mettons, quand vous pénétriez dans une église et que vous, à l'époque, l'éclairage était bien sûr à la bougie, donc c'était souvent des ambiances crépusculaires, et donc vous vous trouviez face à une statue de saint ou de sainte. Elles étaient entièrement peintes, de couleurs très très vives. L'idée était que, bien évidemment, qu'il y ait une sorte d'inquiétante étrangeté par rapport à une forme de double humain. On rentrait dans un royaume où on se retrouvait face à des... On ne savait pas si c'était des gens, ou on se rendait compte bien après que c'était que des œuvres, des statues. Et donc ça créait ce trouble-là. Et c'est vraiment cette dimension de l'illusion qui, pendant très longtemps, était une dimension bien évidemment initiatique dans l'art et qui s'est, on va dire, étiolée à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et, pour ne pas dire au XVIIIe siècle, le moment où on va créer l'archéologie et où on va notamment laver toutes les sculptures romaines, enfin en tout cas les sculptures polychromes, qui étaient polychromes, on va les passer à la javel, j'ai envie de dire, pour les rendre blanches, parce qu'on pensait que, enfin parce que c'était dans le goût de l'époque. Donc c'est vrai que nous avons une vision souvent des sculptures entièrement blanches. Or c'est
cette vision, c'est le goût du XVIIIe siècle, c'est pas du tout le goût de l'Antiquité. Il y a des gens qui ont essayé de reconstituer le Parthénon, notamment par exemple en Grèce, et c'était des couleurs fluo très très vives. Donc il faut imaginer que nos prédécesseurs vivaient dans des ambiances très chargées de couleurs et qu'il y avait vraiment beaucoup voilà, c'était très 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 vif. Donc ce clair-obscur, je le conçois comme un rite de passage. Et je vais avancer un petit peu. Cette idée que finalement la vie est un songe, une ombre, une fiction. Ça c'est une intuition de l'époque baroque qui a beaucoup travaillé sur la question, sur cette indétermination entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fictif. Et finalement, les baroques ont mis d'une certaine manière l'illusion au pouvoir, hein, en faisant toujours fléchir l'attendu et en renversant en permanence l'expectative. All the world is a stage, disait Shakespeare. Le monde n'est qu'une succession de représentations sur la scène d'un théâtre, un peu comme les cartes du tarot de Marseille. Le monde est une série de transformations d'images dans le temps. L'histoire les fige dans une narration. La mémoire les cristallise dans une intensité. Alors les visions sont plus ou moins collectivement partagées. Elles transportent des amas de mythes et de fictions, des constellations. Et cette idée que l'esprit est un théâtre, une idée qui va fleurir, qui va fleurir déjà chez Platon avec l'allégorie de la caverne, j'y reviendrai, mais l'idée que finalement la psyché humaine est un théâtre de résonance va beaucoup intéresser les philosophes et les mages, les ésotéristes de la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle. Et finalement, c'est quelque chose qui rebondit avec la neuroscience aujourd'hui, où quand les nouvelles études des neuroscientifiques abondent sur le fait que finalement ce que nous voyons n'est pas ce qui est réel, mais ce que nous voyons est bien sûr pétri de notre vécu, de nos mémoires, de ce que nous projetons. Finalement, le visible est un écran sur lequel nous projetons beaucoup de choses qui font partie de nous, et donc cette idée que, ça aussi la philosophie l'a bien arpenté, hein, je pense à la phénoménologie, Merleau-Ponty qui disait que finalement on ne peut pas connaître, on ne peut pas se dissocier du monde que le corps, que le monde fait chair avec nous, et que donc on ne peut pas être dans une distance objective des choses, et que toute connaissance, bien évidemment, nécessite une sorte de fusion. L'observateur fait partie de ce qu'il observe et, bien évidemment, infléchit le cours de l'expérience. C'est aussi, bien évidemment, une ligne de fuite de la physique quantique. Et donc, cette idée que l'esprit est un théâtre où s'affrontent, alors là, je montre une gravure du cœur mystique où s'affrontent l'obscurité et la lumière, et au XIXe siècle, plus moralisant, où les 7 péchés capitaux viennent donc prendre le siège du cœur du pauvre pécheur qui encourt la damnation éternelle. Un philosophe, David Hume, au XVIIe siècle, dit cette chose très belle: nous sommes un assemblage ou une liaison de perceptions qui se succèdent les unes aux autres à une vitesse inconcevable. L'esprit est une sorte de théâtre où les perceptions apparaissent, disparaissent, reviennent et s'assemblent dans un nombre infini de combinaisons. C'est la mémoire qui donne l'illusion d'une identité stable qui traverse le temps. Alors, cette mémoire, elle va bien évidemment intéresser un magicien, savant, philosophe du XVIe siècle, qui s'appelle Giulio Camillo,
et qui lui-même s'intéresse à un art un peu ancien alors, qui s'appelle l'art de la mémoire, qui est une technique pour augmenter sa mémoire propre à des époques où on n'avait pas de prise de notes, où on ne pouvait pas forcément écrire ses propres discours. Et chez les orateurs et les rhétoriciens antiques, on a développé une sorte de technique qui consistait à projeter dans son esprit une sorte de palais aux salles infinies et dans lesquelles on venait talismaniser, c'est-à-dire on venait visser des images très, très fortes, souvent qui avaient un impact, enfin des images qui nous appartenaient, on venait les mettre dans les salles et ces images, on les faisait correspondre à des idées qu'on voulait retrouver. Et donc, quand on voulait se souvenir d'une réflexion ou d'un discours, il nous suffisait de se souvenir de la déambulation dans ces différentes salles, de retrouver ces images qui étaient impactantes, et on y retrouvait par association d'idées eh bien, les différentes étapes de notre réflexion. Cet art a été très très utilisé jusqu'au Moyen-Âge. Giulio Camillo, lui, il va encore plus loin. Il se dit que finalement cet art de la mémoire va pouvoir avoir une sorte d'incidence, en tout cas il va l'augmenter d'une opérativité magique, et il va, alors on ne sait pas s'il l'a conçu, c'est la seule gravure qui nous reste. On pense que François Ier l'a invité en France pour essayer d'élaborer ce théâtre en bois. Alors c'est un amphithéâtre qui s'inspire des amphithéâtres romains, et dans lequel il a une sorte de division en 7x7. Il y a 7 colonnes et 7 gradins, qui est une sorte de déambulation mentale, de combinatoire, de système combinatoire, d'art combinatoire, où, si vous voulez, par association d'idées, celui qui... Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un théâtre le spectateur est au centre est sur la scène, c'est inversé, le spectateur est sur la scène et il va regarder cet amphithéâtre qui est une sorte de modélisation de la totalité du savoir humain, et dans lequel il va, par association d'idées, retrouver finalement les choses qu'il a vissées à ces différents tiroirs qui vont s'ouvrir comme des tiroirs intertextuels. Et en fait, si vous voulez, c'est une préfiguration un petit peu d'Internet, ou en tout cas de cette conscience intertextuelle universelle où tout se répond par association et par digression potentiellement infinie. Beaucoup voient dans ce théâtre de la mémoire une préfiguration d'Internet, et finalement Internet est venu un peu matérialiser les rêves des mages de la Renaissance, qui pensaient qu'on allait pouvoir naviguer dans le savoir universel et d'une certaine manière dans la psyché collective. Cette idée une idée qu'on retrouve chez un monsieur qui s'appelle Teilhard de Chardin, qui, dans les années 1920-1930, va concevoir ce qu'il appelle la noosphère. La noosphère est une sorte de couche qui est... il y a la stratosphère, l'atmosphère, la noosphère est une sorte de couche un peu immatérielle au-dessus de nos têtes, qui vient condenser un peu, qui vient recueillir toutes les pensées, les créations, les mémoires et les désirs des hommes, une sorte d'âme du monde au sens des anciens.
Et pour Teilhard de Chardin, c'était quelque chose de très positif. Lui, il croyait vraiment à une sorte de communisme spirituel. Il pensait vraiment qu'on avait... il est en 1920-1930 et il croit que le monde va vers quelque chose d'extraordinaire et que cette conscience universelle va enfin relier les hommes entre eux et peut-être arriver vers une sorte d'unité fécondante et créative. Et c'est ce même mythe qui va porter ceux qui vont fonder le web et qui, dans les années 90, eh bien, était porté par cette utopie de l'Internet en se disant que Internet allait être un outil à la fois démocratique et d'émancipation dans la connaissance et puis de partage. Et le tour qu'a pris la privatisation, finalement, par des réseaux, la censure et autres, a fait dire à monsieur qui a créé le web, qui est toujours vivant, c'est toujours assez étonnant c'est des choses très récentes dans notre culture, Tim Berners-Lee, il dit cette chose, il dit « Nous savons désormais que le web a échoué, il devait servir l'humanité, c'est raté. Le véritable objectif des géants technologiques est de rendre les gens dépendants en profitant de leur vulnérabilité psychologique. » Donc c'est l'aveu d'un échec. Ce monsieur est toujours vivant et je crois, il milite, il a des associations qui militent. En tout cas, il a une voix. Et alors, finalement, cette histoire un peu de la conscience universelle et de la connaissance accrue et qui devient finalement, qui se retourne contre l'homme lui-même, eh bien, nous met sur la piste d'une saturation. Et alors c'est intéressant parce que la saturation est un terme chimique à la base, avant d'être une image figurée. Un terme chimique qui indique qu'il est impossible d'ajouter, en tout cas c'est quand une solution arrive à saturation que la substance ne peut plus se dissoudre, donc elle est dans le solvant. Et c'est un peu cette image de la maison Dieu dans le tarot de Marseille qui est une carte qui souvent effraie, ou en tout cas qui laisse pas indifférent. On voit une tour dont un feu céleste vient découronner le faîte, et deux personnages qui en tombent de manière assez violente. Alors, il y a énormément de choses, énormément d'influences qui habitent cette image, mais bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au mythe de la tour de Babel, qui finalement résonne étrangement avec notre délire hypermnésique contemporain. Cette idée donc hypermnésique, c'est une sorte de pathologie mémorielle où on a trop de mémoire, trop de choses. Cette accumulation permanente d'informations, de connaissances, de données qui viennent saturer le monde d'étiquettes, mais d'étiquettes qui n'ont plus de tout de rapport à une expérience vécue, et donc on est un peu dans une sorte de schizophrénie et en tout cas de mondes séparés qui ne cessent de surenchérir sur sa désignation et sur son accumulation d'informations. Et cette idée que finalement ce que nous produisons aujourd'hui excède même notre capacité de représentation. On n'arrive même plus à se représenter ce trop de choses. Et l'information circule à la vitesse de la lumière. On a sous la main, et même on porte sur nous en permanence le monde entier à disposition. Avant, je ne suis pas de la même génération que la vôtre, mais moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas Internet, je n'avais pas de téléphone, et je faisais mes recherches à la bibliothèque, et ce qui était plaisant, c'est que je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. J'avais un rituel, j'arrivais et je passais 1 heure à m'égarer dans les rayons, à trouver des livres par hasard, et c'est souvent les plus belles rencontres, ce sont des livres que j'ai trouvés,
que je n'ai pas cherché, qui se sont offerts à moi et qui m'ont conduit vers d'autres chemins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un rapport aussi avec la recherche qui a profondément changé. Quand on tape un mot-clé, hein, le mot-clé est quelque chose de très réducteur, et puis surtout, les résultats qui nous sont donnés sont une fenêtre souvent très réduite, et donc ça n'ouvre pas à une totalité créatrice telle qu'une errance peut le produire, en tout cas dans une bibliothèque, dans une ville, dans un chemin vécu. Cette idée finalement que la caverne, la grotte, c'est le lieu des initiations, comme je vous l'ai dit, chez les anciens, mais c'est aussi le lieu des projections, des aliénations et des fantômes. Aujourd'hui, c'est vrai que anciennement, les initiés allaient dans les grottes et faisaient des rêves, parfois chamaniques, qui étaient portés par des visions intérieures, qui leur permettaient de négocier avec leurs propres désirs enfouis, leur refouler leurs fantasmes. Aujourd'hui, toutes ces informations qui nous sont mitraillées depuis l'extérieur et qui envahissent notre temps d'attention, notre temps en général, elles viennent vers nous, elles sont accessibles. Alors il y a cette accessibilité qui est extraordinaire, mais finalement elles viennent vers nous et on n'a pas le droit de leur répondre, il n'y a pas de dialogue. C'est quelque chose qui nous est... nous n'avons pas de dialogue avec ces choses-là, elles nous sont imposées, enfin en tout cas prêtes à l'emploi, prêtes à la consommation. Et donc nous n'avons plus de jeu, nous ne pouvons plus ni créer une distance, ni être dans un jeu avec cet extérieur qui pénètre notre intériorité finalement, ces images, ces informations. Gunther Anders disait cette chose assez marrante, il disait « Si je m'imagine le monde vidé de ces milliards d'images, les photos, les films, les données, etc., il ne reste plus qu'un pur néant. » Et je repensais au triptyque du Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui est aujourd'hui au musée du Prado, et qui, peut-être vous le savez, mais donc, le triptyque est ouvert à gauche et à droite, c'est les deux vantaux qui sont refermés. Et donc, pendant toute la plupart, ce triptyque était dans une église. Comme beaucoup de retables, il n'était ouvert qu'une fois par an. Et donc, il faut imaginer que la population qui se rendait à l'église ne voyait que le retable fermé les 363 jours de l'année. Et projetait sur cette image l'attente que pouvait, pendant une année entière, développer donc, ce qui se cachait à l'intérieur. Et donc, on ouvrait le triptyque une fois par an, et là, c'était l'explosion, bien évidemment, des couleurs, des mondes, et des figures, et des mouvements, et bien évidemment des chemins. Donc, vraiment, cette idée que, pour imaginer, il faut qu'il y ait une forme d'attente et de latence, que c'est pas dans l'immédiateté de la chose qui nous est offerte, mais qu'il faut qu'il y ait le temps du rêve, le temps que le rêve se construise, le temps que le fantasme prenne forme, fleurisse dans l'imaginaire, et que ce temps, il nous est cruellement ôté aujourd'hui de manière assez vorace et violente, sans droit de réponse. Et je vais faire un petit saut pour en venir à cette dimension du temps, qui me semble être une question ésotérique très pertinente aujourd'hui. Et là, je vous emmène au seuil d'un des endroits les plus ésotériques, à mon sens, au monde. Et alors, ça se trouve à côté de Paris, sur les hauteurs de Sèvres, pas loin de Meudon. C'est le siège du BIPM, le Bureau international des poids et des mesures. Le BIPM est un fruit, un enfant de la Révolution française. Je vois, alors, juste rappeler que pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, le temps, l'espace, les poids et les mesures étaient le terrain de fraude, un terrain de fraude permanent, puisqu'il n'existait pas de standard du temps, enfin d'étalon, le temps n'était pas du tout le même pour toutes les villes de France. J'ai le souvenir, c'est Charles IX, le fils de Catherine de Médicis, qui fait la tournée du royaume de France en 1559, quelque chose comme ça, et il devient fou parce qu'il part de Paris, c'est le 2 janvier, il arrive à je ne sais où, à Lille,
il se retrouve au mois de décembre, enfin bon, une sorte de cacophonie administrative, bien évidemment. Enfin, c'est l'horreur administrative par excellence. Donc les gens ne commencent pas l'année au même moment. C'est des cacophonies de computation calendaire. Les calendriers, c'est une chose très très complexe. Aujourd'hui, on a un calendrier et on a une image du temps linéaire, mais pendant très longtemps, les gens ne mesuraient pas le temps comme nous. Une anecdote assez drôle. En 1582, on change le calendrier en Occident et puis enfin, dans le monde. On va passer du calendrier julien de Jules César au calendrier grégorien. Et alors là, il y a toujours une question de décalage entre l'année solaire, l'année lunaire. Il y a toujours des heures en plus, voire des jours un peu bizarres qu'on appelle dans le jargon des jours épagomènes. C'est 5-6 jours entre la fin décembre et le début janvier aujourd'hui qui sont des jours qui dans toutes les cultures, des Aztèques jusqu'aux Celtes, ont eu un caractère un peu tabou, un peu sacré. C'était des jours où c'était un jour de rite de passage entre justement une année, la dernière année et la nouvelle. Et donc ces jours en rab, en 1582, eh bien, pour essayer de rattraper un peu, pour essayer de renouer, de rattraper le décalage, on va passer directement du 5 octobre au 16 octobre. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un que s'est-il passé le 8 octobre en 1582, ben vous le piégez car ce jour n'a jamais existé. Et alors c'est drôle parce que quelqu'un comme Sainte Thérèse d'Avila, la mystique espagnole, est morte le 5 octobre et elle est enterrée le lendemain de sa mort, le 16. Donc voilà, il y a beaucoup de jours fantômes qui existent comme ça, qui font notamment il y a tout un courant qu'on appelle le récentisme en histoire qui travaille sur ces questions et qui s'insurge sur le fait qu'on nous a sucré des siècles, voire qui pensent, il y a beaucoup de débats et de polémiques autour de ces questions. Mais l'histoire, le temps, bien évidemment, c'est une question éminemment stratégique et idéologique, et le fait d'avoir un temps standardisé pour tous le même, bien évidemment, ça intéresse le capitalisme, puisqu'il est question d'être dans une optimisation de production. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye maintenant, le capitalisme s'intéresse au sommeil des gens, essaye de dire dormez moins, faites plus. On est toujours dans cette idée de prendre des secondes en plus. Et alors, le BIPM, c'est très intéressant parce que c'est l'endroit où se fabrique, entre guillemets, le temps que nous souffrons tous sur nos machines, sur nos montres, sur nos réseaux, le temps administratif, le temps universel atomique, qui aujourd'hui est réglé entre le temps que nous souffrons, j'ai envie de dire, c'est une correspondance entre la fission du noyau de l'atome du césium et puis la rotation de la Terre, la rotation terrestre. Donc on a des horloges atomiques un peu dans le monde entier, et au BIPM, on va trouver la moyenne de ces horloges et on va édicter le temps universel, le standard du temps universel. Et à quelques moments, ils sont obligés d'infiltrer quelques secondes intercalaires en plus pour rattraper ce léger décalage. Donc il y a des secondes fantômes qui existent, il y en a, je crois, 37 depuis 1970. Voilà, donc un endroit qui pour moi est vraiment un creuset politique, économique, qui est vraiment un creuset de pouvoir en tout cas, et qui parle de cette aliénation du temps qui pendant très longtemps a été rythmée par le son des cloches, qui à partir du 19e siècle dans les villes est dictée par les horloges. Et souvent, pendant les grandes insurrections, en tout cas à Paris, les émeutiers essayent de tirer à fusil portant sur les horloges pour les arrêter. C'est un acte assez symbolique, pouvoir arrêter le temps. Et donc ce standard, cette uniformisation des poids, du temps, elle passe aussi par l'espace. Pendant très longtemps, l'espace, en tout cas en France, était mesuré à partir de l'étalon du pied du roi. Si vous allez au musée des Arts et Métiers à Paris, vous verrez tous
les tailles de pieds de rois qui se sont succédées et qui ont donné les talons de l'espace pendant la durée du règne du roi. Donc ça changeait. Et puis alors au XVIIIe siècle, on s'est dit ça suffit, il faut que l'espace devienne démocratique, et tout partait d'une intention démocratique. Et donc on est allé mesurer la Terre, et on a fabriqué le mètre, qui est une sorte de segment très petit du méridien terrestre, et on l'a imposé au monde entier, qui adopte le mètre pour l'espace. Et cette question d'espace et finalement de cette fabrication illusoire, il faut bien que tout le monde s'entende sur un étalon, sinon c'est la cacophonie, sinon c'est la fraude. Dans les marchés, quand vous alliez à Paris jusqu'au XVIIIe siècle, vous alliez acheter, à l'époque c'était pas des kilos ou des litres, c'était des scrupules ou des onces. Vous demandiez un scrupule de je ne sais quoi ou une once de je ne sais quel produit, et bien le marchand vous en vendait toujours moins que ce que vous alliez nous demander, et vous ne pouviez pas vérifier car le marchand d'à côté avait une autre façon de mesurer les produits, donc c'était bien évidemment une sorte de circulation de la fraude. Ce monde qui va se standardiser, eh bien, il va aussi donner l'illusion d'un espace fabriqué, et finalement la perspective dans la peinture qui va émerger à la Renaissance va nous mettre sur cette piste de l'illusion du monde qui est projetée sur une toile peinte, où il y a l'illusion de la profondeur, et qui est un monde, la perspective va devenir un outil, même en architecture, qui est un monde préfabriqué pour un spectateur qui est condamné à rester immobile, parce que si vous êtes devant mettons un temple qui a été créé à travers une forme de perspective, et que vous décalez ou que vous bougez, et bien tout d'un coup la perspective qui a été pensée pour tel endroit, et bien tout ça s'effondre. Donc c'est cette idée d'assigner le regard du spectateur à une place précise qui va finalement avec le temps jusqu'à aujourd'hui se préciser, et qui va jusqu'à la ville, l'urbanisme contemporain qui va décider de tracer des grandes avenues dans les villes pour pouvoir bien évidemment saper de manière plus visible les émeutes potentielles, et pouvoir avoir un contrôle sur les circulations tortueuses telles qu'elles existaient avant, dans les ruelles qui n'en finissaient pas, dans les cours des miracles qui, au pied des enceintes de la ville, un pied dans l'extramuros, un pied dans la ville, avaient des transactions qui échappaient au pouvoir, et bien cette ville qui va devenir traçable et bien évidemment contrôlable et sous surveillance, c'est ce laboratoire d'assigner les gens à résidence, de les assigner à une place immobile où on va leur passer des images. C'est un peu l'allégorie de la caverne de Platon. On vous met on vous assigne à ne pas bouger, et les images vont bouger autour de vous. Il y a dans la pensée d'autres traditions, dont la tradition ésotérique, qui vous engage vous-même à vous déplacer, et les images fixes que vous voyez, que vous allez rencontrer, eh bien, vont devenir mouvantes parce que c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui engagez un rapport avec elles. Donc c'est vraiment un grand décalage. Alors, Solvay et Coagula, j'avais nommé ainsi ce petit voyage. Et là, on en vient à cette idée extraordinaire du diable qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. Là, justement, je vous ai mis ce diable du jeu de Oswald Wurst, un jeu de 1927, assez récent, que cet occultiste a dessiné lui-même, et il a fait un diable assez composite qui reprend la figure du Baphomet, qui est une sorte de démon que l'on pense les Templiers adoraient, et qui porte dans ses bras ces deux mots, Solvay Coagula, qui est cette devise alchimique qui dit «
solvet et coagula, dissout et coagule, c'est-à-dire dissout et compose, dissout et recompose, en un même geste. Non pas un geste séparé comme ces deux personnages qui sont attachés, mais un seul geste tel que ce Lucifer qui signifie celui qui porte la lumière. Et finalement, cette figure va me servir à introduire une autre dimension de notre modernité qui sert à standardiser finalement l'expérience humaine. Et cette dimension, elle a été étudiée par un anthropologue qui est mort malheureusement il y a 1 an et demi, qui s'appelle David Graeber, dans un ouvrage qu'il a consacré à la bureaucratie, et qui est assez génial, et qui parle de cette bureaucratie comme une véritable guerre qui est perpétrée à l'égard de l'imagination humaine, en séparant la spontanéité de ce que fait l'homme, en le séparant de son effectuation possible, en entremettant entre le désir humain de faire quelque chose et toutes les réglementations invraisemblables et infinies qui vont s'opposer de par leur complexité, en fait, et où l'homme va finir par rendre les armes. Donc une véritable guerre qui vient casser finalement ce qu'il appelle l'imagination de l'homme. Et alors j'avais envie de vous lire quand même une petite citation. Voilà. L'autorité bureaucratique, par sa nature même, représente une guerre contre l'imagination humaine. La confiscation de toute possibilité de communication, de signification est l'essence réelle de la violence et de ce qu'elle fait vraiment. Le problème n'est pas tant que nous ne donnons pas la parole aux victimes. En dernière analyse, c'est que nous participons au processus qui les fait taire. Voilà, une condamnation sans appel, et puis cette bureaucratie qui s'est déployée avec une voracité sans précédent jusqu'à présent. Nous en sommes tous, je pense, les victimes au quotidien. Moi qui suis une piètre magicienne, il m'arrive souvent de manière totalement poétique et absurde de reprendre l'art de la malédiction antique, que je connais bien, et d'envoyer des lettres de malédiction à des mails automatiques en ne désespérant pas qu'il y ait un jour quelqu'un derrière qui le lise et que ce ne soit pas un robot et qu'au moins j'aurais pu le faire rire un instant dans sa journée. Mais voilà, c'est une aventure un peu don quichotesque et il faut effectivement avoir le temps et l'esprit et puis l'humour aussi, parce que c'est vraiment une machine aussi à sabrer, à saboter toute forme d'humour et toute forme de jeu. Une dernière image que je trouve très intéressante, justement, je vous parlais de l'art de la malédiction. Et là, je vous montre une tablette de défiction. Les défictions sont des tablettes en plomb gravées d'écritures et de signes étranges qu'on appelle des caractères, avec un H, qui ont été retrouvés dans des fosses ou dans des puits dans tout le bassin méditerranéen, et qui sont des tablettes donc, de malédiction, qui, dans l'Antiquité, ont été enfouis par quelqu'un très profond dans le sol, dans l'idée de lier ces mots presque cloués, qui sont vraiment cloués dans le plomb, pour les lier aux divinités infernales qui habitent sous la terre. Et donc elles étaient enfouies, elles tenaient leur magie du fait qu'elles étaient liées à un défunt qui leur donnait un peu leur pouvoir d'action, et donc on les a retrouvées. Et c'est extraordinaire quand on lit ces textes aujourd'hui. C'est souvent des litanies de noms de divinités, de forces, et parfois des mots invraisemblables qui sont intraduisibles, et quelques petits caractères. Et donc ces plaquettes de défiction nous parlent de ces rites finalement qui sont liés aux profondeurs souterraines, et ces rites qui n'ont pas besoin que l'œuvre soit visible pour agir. L'œuvre, elle est cachée, et finalement elle est enfouie sous la terre, et elle tient son pouvoir magique du fait d'être cachée, paradoxalement. C'est quelque chose une réflexion sur laquelle va revenir Walter Benjamin dans son livre L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique,
où il va dire, au départ, à l'origine, les œuvres d'art étaient magiques et le plus souvent, elles tenaient leur vertu, leur puissance d'être cachées. C'est ce qu'il appelle la valeur rituelle, qu'il va opposer à quelque chose de nouveau, qui va apparaître à l'époque moderne, à la faveur aussi de la reproductibilité technique des images, qu'il va appeler la valeur d'exposition. L'œuvre aujourd'hui n'existe que parce qu'elle est visible. C'est d'ailleurs valable aussi pour l'homme en général, puisque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on ne juge de la valeur d'une vidéo, de quelque chose, que par les quotients de visibilité qu'elle a eues. Donc cette valeur d'exposition qui prend la part de ce qui était avant une valeur culturelle qui tenait son effectivité d'être cachée. Et cela me permet de vous introduire à un endroit que je rêve de visiter, qui est la chambre de la souterraine de la Banque de France à Paris, à côté de la Bibliothèque nationale, à Bourse. On est à 26 mètres sous terre. Il faut passer 8 portes blindées, c'est l'endroit le plus gardé du monde. C'est là où ce sont les réserves de l'étalon or de l'argent en circulation en France. C'est donc des lingots d'or qui sont entreposés là, à perte de vue, et qui viennent cautionner d'une certaine manière secrète la circulation de l'argent et la fabrication de l'argent à la surface. Donc cette idée de caution secrète. Et un des derniers en date à l'avoir visité, c'est l'écrivain Stefan Zweig, qui, en 1932, je crois, dira cette belle chose. Après avoir visité ce lieu extraordinaire, d'ailleurs, si jamais vous avez autour de vous des contacts, je dis à tous les gens que je connais, je rêve d'aller visiter. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce sont même des réserves qui jouxtent les réserves de la Bibliothèque nationale Richelieu. Donc, il y a vraiment une sorte de résonance onirique entre ces réserves d'or et les réserves de la BNF, les manuscrits. Stefan Zweig qui dit cette chose. Après avoir visité la souterraine, il dit « La puissance créatrice ne tient jamais à la matière en soi, mais à la foi qu'elle inspire. » Et c'est finalement cette dimension de la foi, c'est-à-dire de la croyance, qui, bien évidemment, va établir les critères de vérité toujours éphémères de la représentation du monde que nous nous en faisons. Alors, je vous ai dépeint une situation un peu terrible qui tend de plus en plus, finalement, c'est une sorte d'ésotérisme du capital qui tend de plus en plus à figer les choses dans un monde arrêté, un monde sans sortie de secours, finalement, sans issue de secours. Le poète Gerasim Luka disait « Comment s'en sortir sans sortir ?» On est presque abouché à une aporie. On nous convainc que les choses sont arrêtées et qu'il faut qu'on s'en contente d'une certaine manière. Il y a cette idée, qu'on essaye de nous soumettre, de nous sommer à nous soumettre à une vision unique en fait, et une vision unique qui ne fait que servir des intérêts commerciaux, rentables et d'optimisation toujours plus accrue, donc dans lesquels nous ne nous retrouvons pas et dans lesquels nous pouvons de moins en moins interagir de manière imaginative, créative, poétique, joueuse et facétieuse et donc subversive. Et donc là, j'ai mis quelques images de marginalia. Les marginalia, ce sont des figures qui apparaissent dans les marges des livres, les manuscrits qui sont copiés par les moines dans leur monastère et qui souvent utilisent la lumière des bougies au crépuscule et souvent s'ennuient ou alors sont parfois traversés par des idées un peu obscènes et qui viennent dans les marges faire des petites figures qui, c'est souvent des textes très sérieux, ce sont des textes religieux, des livres d'or, des teurs, des antiphonaires, donc c'est vraiment, on est dans le savoir savant.
Et ce sont des figures qui nous apparaissent aujourd'hui très très irrévérencieuses, souvent blasphématoires, donc c'est vraiment l'espace d'exorcisme et de liberté totale, de gens très sérieux par ailleurs, et qui finalement nous mettent sur cette piste qu'il faut toujours qu'il y ait dans les marges, qu'il y ait une marge où quelque chose vient s'insurger contre la totalité, pour essayer de créer une sorte de porte de sortie au cas où cette totalité finalement deviendrait une prison. Ces figures, elles viennent s'insurger contre le sens littéral de l'œuvre qui commence à se mettre en page avec le livre imprimé. C'est avec le livre imprimé qu'on va éradiquer ces figures et qu'on va mettre des sortes de cadres d'ornementation très, très pompeux et très impersonnels. Et si vous voulez, ce qui se passe dans le livre, cette éradication des marges dans le livre, c'est la même chose qui se passe au même moment dans la ville. Au XVIIe siècle, la ville, qui depuis le Moyen-Âge est un creuset de circulation et de fraude extraordinaire, eh bien, on va commencer à vouloir tracer les circulations, à vouloir stigmatiser les vagabonds, et notamment tous les gens qui sont des marginaux et qui viennent dans les cours des miracles aux abords donc à la limite de la ville. Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet de la cour des miracles, qui est un sujet qui nous permet aussi de poser des questions très contemporaines, qui est la question des marges et des frontières, et ce qu'elles nous permettent de jouer comme stratégie justement de poésie et de résistance. Et donc c'est Louis XIV qui va éradiquer les cours des miracles parisiennes, qui sont des lieux un peu des sortes de coulisses, où des gens vont jouer de jour les faux mendiants dans la ville, avec une sorte d'artillerie de farce et attrape, ça rivalise avec les effets spéciaux d'Hollywood, si vous voulez. Ils ont des techniques pour créer des faux cancers, des fausses maladies, pour essayer d'épater, de marquer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent des riches, des puissants, et donc ils vont vraiment utiliser tout ce qui leur tombe sur la main, notamment les bouts de cadavres de pendus, qui, dans les faubourgs à Paris, les potences sont nombreuses, ce sont des instruments de justice. Et il y a pas mal de récits qui racontent comment ils vont notamment prendre des bouts de mains de pendus, voire de testicules de pendus, pour s'en faire des faux abcès. Les mains pendues vont servir aux voleurs, notamment. C'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vraiment une histoire totalement marginale de la prestidigitation qu'il faudrait peut-être ne pas écrire. Mais bon, vous êtes dans le secret, vous n'en parlerez pas autour de vous. À Paris, beaucoup de gens, ceux qui avaient de l'argent, c'était souvent des bigots, qui s'arrêtaient souvent dans les marchés. Il y avait des calvaires, des croix comme ça, et puis on s'arrêtait pour prier. On s'agenouillait, ou alors dans les églises. Et alors nos amis de la cour des miracles, ils avaient une main de pendu, qui devait être quand même un peu putréfiée, mais bon, et qu'ils mettaient à la place de leur... qu'ils faisaient semblant de prier à côté de la personne qui avait une grosse bourse pendue à son flanc, puisque les riches avaient leur bourse qu'on voyait, et donc c'était une incitation au vol. Donc le voleur s'asseyait à côté de la personne avec les fausses mains pendues, et donc sous son manteau avait ses vraies mains qui coupaient l'escarcelle et qui lui permettaient de voler la mise. C'est une technique qu'on retrouve un peu comme ça. Donc la figure du pendu, une figure aussi des marges, figure qui peut nous intéresser, et je ne l'ai pas mise ici. Nous avons dans le tarot une carte qui nous montre un pendu. Le pendu, celui qu'on pend, c'est celui qui socialement n'est rien de son vivant. Vous savez, dans les supplices, il y a une hiérarchie. Et ceux qui, notamment, sont nobles, ont le privilège d'être décollés, d'être décapités. C'est un privilège car on estime que c'est quelque chose qui va très très vite, qui est très bref. Il faut imaginer que le supplice est pensé pendant l'Ancien Régime comme une liturgie très très longue, et que l'idée d'éprouver donc les souffrances les plus atroces les unes après les autres, et puis avec une sorte de gradation, ça fait partie de cette spectacularisation de la souffrance humaine.
jusqu'à la guillotine qui va apparaître comme un outil, comme la démocratie, hein, la guillotine quand elle apparaît, c'est vraiment l'idée que tous les gens, quels qu'ils soient, manants ou nobles, vont être exécutés à la même enseigne, et donc à l'enseigne des nobles, puisque c'est ce qui est jugé le plus rapide et donc le moins douloureux. Les gens que l'on pend, ce sont des gueux, ce sont ceux qui socialement n'ont aucun statut. Et bien une fois pendus, leur cadavre va intéresser deux sociétés secrètes. L'une, ce sont les sorciers et les sorcières, entre guillemets, qui vont bien évidemment aller sur les gibets pour essayer de déterrer cette plante mythique qu'on appelle la mandragore, qui est censée naître de la semence du pendu, alors qui est censée naître de cette idée que le pendu éjaculerait une dernière fois et donc donnerait naissance à une plante qui en elle-même cristallise les trois règnes minéral, végétal et animal, qui est une sorte d'être humain en réduction, et qui, quand on la déracine, eh bien, cette plante, elle pousse un cri qui vous tue sur le champ. Alors c'est très embêtant pour les sorciers. Et là, on a beaucoup de manuscrits qui nous montrent les techniques qu'utilisaient ces gens-là nuitamment. Pour déraciner une mandragore, ils attachaient la plante à un chien qu'ils avaient affamé pendant 10 jours et ils lançaient au loin un morceau de viande très fraîche que le chien, bien évidemment, allait courir pour attraper, et il déracinait la plante. Donc le sorcier était parti un peu loin pour ne pas entendre le cri. La plante criait, le chien mourait sur le champ et le sorcier venait ramasser sa mandragore. C'est une légende, il y en a d'autres, mais donc le pendu le corps de gloire du pendu va servir aux sorciers et puis aux gueux de la cour des miracles qui vont utiliser les morceaux de main, les morceaux du corps comme des artifices de farce et d'attrape pour surjouer des gangrènes et des maladies très visuelles pour inspirer la charité, pour survivre au jour le jour dans une société très sclérosée. Donc ce pouvoir des marges, c'est cette idée que dans toute lecture, dans tout point de vue, dans toute connaissance, il faut toujours laisser une part marginale qui se rebelle contre l'ensemble et qui sert de contre-pouvoir, de balancier. Cette idée que Walter Benjamin le dit assez joliment, toute connaissance doit contenir un grain de non-sens, de même que les tapis ou les frises ornementales de l'Antiquité présentaient toujours quelque part une légère irrégularité dans leur dessin. Autrement dit, le décisif n'est pas la progression de connaissance en connaissance, mais la fêlure à l'intérieur de chacune d'elles. Cette fêlure, je vais finir là-dessus, c'est celle à laquelle nous engage cette carte qui est celle du mat dans le tarot de Marseille, qui a comme privilège de n'avoir aucun numéro, et donc on peut soit la placer au début, soit à la fin des 21 autres figures, celles qu'on appelle les arcanes majeures. Et cette figure, elle est subversive de par ce fait que, n'ayant aucune valeur, elle peut toutes les prendre. Donc c'est vraiment une figure de proté, de métamorphose, et c'est celui qui permet finalement au jeu de se recombiner et de se remettre. C'est lui qui poursuit la partie en permanence, le mat. Le mat, c'est le fou, c'est celui qui prend le chemin, les yeux perdus dans le lointain, avec un chien qui vient lui mordre la fesse, inconscient un peu des choses qui vont survenir, avec cette fougue, cet enthousiasme et cette inconscience qui va lui permettre de prendre des risques et de préférer l'aventure au confort. Et cette figure est une figure bien évidemment sacrée qu'on retrouve au Moyen-Âge dans le carnaval. Le fou, c'est celui qui étymologiquement souffle. Folis, c'est le souffle. Il souffle dans des instruments à vent, souvent très bruyants, pas du tout mélodiques. Hein. Le fou n'est pas dans la symphonie ou dans l'harmonie, il est au contraire dans le bruit, dans le charivari. Et il sert cette idée qu'il faut régénérer le souffle universel du monde, cette âme qui circule au travers les êtres et qui parfois se fige dans des représentations sociales qui arrivent à péremption. Et le carnaval est ce rite de passage entre plusieurs saisons, entre deux saisons, qui permet de ressouffler dans les instruments, de faire beaucoup de bruit et d'inverser les rapports hiérarchiques pendant une semaine pour justement
redonner à la force sociale et politique son emprise dans le réel, dans la saisie du réel, de l'expérience, renverser un peu tout pour recombiner les mondes et ouvrir, comme le fait le jeu de tarot notamment, à tous les chemins possibles. Et voilà, c'est la force du mat. Alors j'avais prévu de faire encore un truc sur le tarot, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Combien de temps ça fait que... 1h44. Je vais m'arrêter là, parce que j'éprouve aussi le temps. Voilà, donc le tarot de Marseille, c'est tout un monde. J'ai la chance d'être ici avec mon ami Christophe Poncet, qui lui s'y consacre depuis une trentaine d'années. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, c'est autour du tarot de Marseille, qui ouvre à une recherche assez singulière, qui lie le tarot de Marseille à toute la philosophie néoplatonicienne et magique qui se développe à la Renaissance autour d'un penseur qui s'appelle Marcille Ficin, qui est celui qui a été le premier à traduire les œuvres de Platon et surtout les œuvres alchimiques du Corpus Hermeticum qui reviennent à la Renaissance et qui vont beaucoup influencer la pensée hermétique et ésotérique. Et donc lui, sa recherche tient à cette analyse des figures et des allégories qui ont été ensemencées par ces philosophes à cette époque, avec des images qui viennent de très loin, de Platon, et qui traversent comme ça la culture comme des fantômes qui ressurgissent à la faveur de cette tradition volatile à laquelle j'ai essayé de vous initier ce soir, à l'encontre de tout cet aspect fixatoire de la connaissance figée, qui est vraiment ce que combat l'ésotérisme dans tous ses aspects. Voilà, si vous avez des questions, on peut peut-être se parler un peu, et puis je vais m'arrêter là. Voilà. Et bon, je regrette de ne pas être présente malheureusement pour le vernissage de votre expo, mais voilà, j'espère en tout cas que ça a pu donner quelques éclats comme ça de curiosité. Ce qui importe en tout cas l'ésotérisme, c'est une curiosité qui se construit dans une poétique en marche et qui est bien évidemment qui est vraiment une arme sans pareil, quand il y a aussi de l'humour qui va avec, c'est encore mieux. Donc bonne continuation et bonne expo surtout. Merci.